boudin noir. Le concept apparaît dans presque toutes les cultures qui élevaient du bétail, pour une raison évidente, l'abattage produit du sang, le sang se gâte vite, et le farcir dans un boyau avec des céréales ou de la graisse prolonge sa durée d'utilisation de plusieurs jours. Homère mentionne quelque chose qui y ressemble dans l'Odyssée. La structure de base dans toutes les versions est le sang, généralement de porc, parfois de bœuf ou de chèvre, mélangé à une garniture et cuit dans un boyau. La garniture est là où les cultures divergent radicalement. Le black pudding britannique utilise des flocons d'avoine. Le boudin noir français utilise des oignons et de la crème. La morcilla espagnole utilise du riz, de l'oignon et du pimenton. Le blutwurst allemand comprend souvent de l'orge et des couennes de porc. Le dinuguan philippin abandonne le boyau complètement et se présente sous forme de ragoût. Ce qu'il partage, c'est le fer. Le sang en est dense, ce qui donne à la saucisse cuite sa couleur quasi noire et une légère note métallique dans la saveur que la graisse et l'amidon sont là pour tempérer. Le black pudding de Bury dans le Lancashire, en Angleterre, est fabriqué en continu sur le marché de plein air depuis le milieu du 19e siècle, et la ville organise maintenant un championnat annuel mondial du lancer de black pudding, qui est exactement aussi sérieux qu'il y paraît et probablement mieux organisé qu'on ne le penserait. La texture, quand il est bien réalisé, est moelleuse, mais pas lâche, plus proche d'un pâté dense que d'une saucisse conventionnelle, et le boyau extérieur apporte le seul vrai craquant à la bouchée. Bratwurst. La partie brat vient du vieux haut allemand, Brett, qui signifie viande finement hachée, et non du mot désignant la friture, même si c'est la friture que la plupart des gens y associent. La saucisse est documentée à Nuremberg depuis 1313, ce qui en fait l'une des saucisses produites en continu les plus anciennes d'Europe avec un document écrit traçable. La bratwurst de Nuremberg est délibérément petite, environ la longueur d'une main, à base de porc, assaisonnée de marjolaine, qui lui confère une vivacité herbacée qui la distingue des versions plus douces produites ailleurs en Allemagne. La ville de Nuremberg a finalement obtenu une protection géographique pour sa version, ce qui signifie qu'une bratwurst vendue sous le nom de Nürnberger Rostbratwurst doit être fabriquée dans les limites de la ville. Le boyau est un intestin naturel fin, et parce que la saucisse est petite, elle cuit rapidement sur feu direct, 3 minutes par côté, sur un vrai grill. La version thuringienne du centre de l'Allemagne est plus longue, plus grossière et inclut du carvi et de l'ail. La bratwurst du Wisconsin, apportée par des immigrants allemands au 19e siècle et désormais ancrée dans l'identité de l'État, s'en éloigne encore davantage, souvent mijotée dans de la bière avant d'être grillée, une technique qui serait considérée comme inhabituelle dans son pays d'origine. Lors du All-Star Game de la Ligue majeure de baseball en 1928 à Cincinnati, les vendeurs ont vendu des bratwurst pour la première fois dans ce stade. Ce n'est pas devenu une tradition régionale. Milwaukee n'avait pas besoin d'aide. Chorizo. Le mot vient du latin salsitium, qui signifie chose salée. Mais ce qui a fini dans le boyau est quelque chose que les Romains n'avaient jamais anticipé. L'ingrédient définitoire est le pimenton, le paprika fumé, qui n'est devenu possible qu'après que les colonisateurs espagnols ont rapporté des poivrons capsicum des Amériques à la fin du XVe siècle. Avant ça, le chorizo tel que le monde le connaît n'existait pas. Le paprika fait deux choses. Il colore la graisse d'un rouge brique profond, et il agit comme un léger conservateur aux côtés du sel et de l'ail. Le chorizo espagnol est séché et se consomme tel quel, tranché finement. Le chorizo mexicain est cru, émietté directement dans une poêle, et utilise des piments frais plutôt que des piments fumés séchés. Les deux partagent donc un nom et une ascendance, mais presque rien d'autre en termes de texture ou de technique. La ville espagnole de Salamanque produit ce que beaucoup considèrent comme la version de référence depuis au moins le XVIIe siècle, protégée aujourd'hui par une appellation d'origine. Après plusieurs mois de séchage, la graisse dans le boyau se liquéfie partiellement et se redistribue, donnant à la tranche en coupe transversale cet aspect marbré, caractéristique. La saveur est fumée, grasse, légèrement acide due à la fermentation, et sous tout ça, un ail persistant. Hot dog. Le boyau est une illusion moderne. La plupart des hot dogs commerciaux aux États-Unis sont fabriqués sans boyau naturel. Le mélange est émulsifié dans des conditions industrielles en une pâte lisse, farcie dans des tubes de cellulose pour lui donner sa forme, cuit, puis les tubes sont retirés avant l'emballage. Ce qui reste est une saucisse sans véritable peau, ce qui explique pourquoi elle ne craque pas sous la dent. Les origines du produit spécifique sont contestées, avec des bouchers à la fois à Francfort et à Vienne, qui en revendiquent la paternité, et la ville de Francfort organise chaque année une célébration de l'anniversaire de son invention supposée en 1487 que la ville de Vienne conteste. Des immigrants allemands ont apporté des variations de ces petites saucisses de type frankfurter aux États-Unis au 19e siècle. La première vente documentée dans un stade de baseball eut lieu lors du match des St. Louis Browns en 1893 par un vendeur nommé Chris von der Haye, qui était également propriétaire de l'équipe.
Le nom hot dog apparaît dans la presse, dans le journal étudiant de Yale, en 1895, et la raison exacte de la référence au chien n'a jamais été établie de façon définitive. Des spéculations concernant le contenu réel ont circulé presque immédiatement après l'apparition du mot. Un hot dog commercial américain standard aujourd'hui est un mélange de viande musculaire squelettique, porc, poulet, bœuf ou une combinaison, avec de l'eau, de l'amidon et du nitrite de sodium, qui est ce qui produit la couleur rose et bloque la croissance de la toxine botulique. Le profil aromatique est largement déterminé par l'extrait de fumée et le paprika. Deux marques ne goûtent pas la même chose même si les listes d'ingrédients semblent identiques. Kielbasa. En polonais, le mot signifie simplement saucisse, n'importe quelle saucisse, donc dire kielbasa sausage est un pléonasme exactement de la même façon que panan lait. En dehors de la Pologne, kielbasa s'est rétréci pour désigner une chose précise, une saucisse de porc fumé en forme de U, assaisonnée principalement d'ail et de marjolaine. La Pologne compte plus de 30 variétés régionales de saucisses nommées, mais la kielbasa polska, la version qui a voyagé, est devenue la référence. Les immigrants polonais arrivés aux États-Unis entre 1880 et 1920 ont apporté le produit avec eux, et il s'est ancré dans la culture alimentaire ouvrière de villes comme Chicago, Pittsburgh et Detroit. Le processus de fumage est essentiel. La kielbasa traditionnelle est fumée à froid, sur du bois dur. Le hêtre ou le cerisier sont courants, pendant des heures, puis brièvement fumés à chaud ou ébouillantés pour fixer le boyau. Ça lui donne un extérieur acajou et un intérieur dense et ferme. La teneur en ail est plus élevée que dans la plupart des saucisses d'Europe occidentale du même type. À la cuisson, la graisse fond et l'extérieur se caramélisent légèrement. Et cette caramélisation apporte une amertume qui équilibre la richesse du porc. En Pologne aujourd'hui, la kielbasa łódzka, la version paysanne, est fabriquée à partir de porc haché, plus grossièrement, et d'un peu de bœuf, et elle est plus longue et plus épaisse que le produit que la plupart des Américains reconnaîtraient sous ce nom de famille, lapchong. Le nom cantonais se traduit approximativement par saucisse de cire, une référence à l'aspect cireux et semi-translucide du boyau une fois la saucisse séchée. Elle est principalement fabriquée dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et y est produite depuis des siècles, apparaissant dans des registres remontant au moins au 5e siècle de notre ère. La méthode de production est distinctive, le porc, généralement un mélange de viande maigre et de graisse en part à peu près égale, est combiné avec de la sauce soja, du vin de riz, généralement du shaoxing, du sucre et du sel, puis séché au soleil ou dans des fours à basse température. Le résultat est très sec et très sucré, en comparaison avec les saucisses séchées européennes. La teneur en sucre est suffisamment élevée pour que le lapchong brûle rapidement s'il est cuit directement à feu vif, donc la technique standard est la cuisson à la vapeur, soit seule, soit posée sur un lit de riz, où la graisse et les jus assaisonnés à la sauce soja imprègnent le grain pendant la cuisson. La graisse ne fond pas de la même façon que dans une bratwurst grillée. Elle reste concentrée. Le sucré est ce qui désoriente le plus toute personne s'attendant à une saucisse séchée de style européen savoureux. Ça rappelle davantage un fruit séché dans la première seconde de mastication, puis le salé et la graisse de porc arrivent. Les cuisines cantonaises de dim sum l'utilisent dans du riz gluant, enveloppé dans des feuilles de lotus, où il apparaît en petits cubes aux côtés de champignons et de jaune d'œuf salé. Salami. Le nom est simplement le pluriel italien de salam, lui-même dérivé de sal, le mot italien pour sel. Le sel, c'est là que tout commence. Le processus de fabrication du salami, hacher du porc, mélanger la graisse, le sel et les épices, le farcir dans un boyau, le faire fermenter, puis le suspendre pour le faire sécher, est une forme de conservation qui remonte à la Rome antique, bien que le produit reconnaissable aujourd'hui soit apparu dans le nord de l'Italie pendant la période médiévale. Ce qui distingue le salami des autres saucisses séchées, c'est l'étape de fermentation. Les bactéries lactiques convertissent les sucres en acide, abaissant suffisamment le pH pour inhiber les agents pathogènes dangereux. C'est pourquoi un salami correctement fabriqué peut rester suspendu sans réfrigération pendant des mois sans se gâter. La moisissure blanche à l'extérieur n'est pas une contamination, elle est délibérément cultivée et elle régule la perte d'humidité depuis la surface. Différentes régions italiennes ont développé des versions distinctes. Gênes n'utilise que du porc avec du vin blanc et de l'ail. Felino utilise moins de graisse et une mouture plus grossière. Naples ajoute du piment et du poivre noir. La version milanaise, la plus largement exportée, est finement moulue, légèrement assaisonnée et presque délicate en comparaison. Au total, il existe plus d'une centaine de variétés italiennes nommées, chacune avec des ratios de graisse, des tailles de mouture, des épices et des temps d'affinage différents. Les États-Unis ont simplifié tout ça en un seul produit commercial qui ne ressemble à aucune d'entre elles de façon particulièrement fidèle. Salsiccia. Le mot signifie simplement saucisse en italien, même racine latine que salami, mais en pratique, il désigne spécifiquement une saucisse de porc fraîche, non affinée, destinée à être cuite plutôt que séchée. C'est la base à partir de laquelle la plupart de la charcuterie italienne a évolué.
Le mélange standard est de l'épaule de porc grossièrement hachée, avec de la graisse, du sel, du poivre noir et des graines de fenouil. Le fenouil est la note définitoire. Les graines sont parfois grillées, parfois ajoutées crues, et dans les versions du sud de l'Italie, particulièrement de Calabre et de Campanie, elles sont rejointes par des flocons de piment séchés, produisant une variante plus épicée appelée salsiccia piquante. La saucisse est arrivée aux États-Unis principalement par l'immigration du sud de l'Italie à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et la saucisse italienne, vendue dans les stades américains, les pizzerias et les marchés de rue, en est une descendante directe, quoique simplifiée. En Italie, la salsiccia est généralement retirée de son boyau avant la cuisson, la viande émiettée dans une poêle et rendue avec du vin blanc et tout ce qui se trouve dans le plat. Des pâtes, des lentilles, des légumes braisés. Le boyau est simplement un format de stockage, pas une partie de la texture finale. Dans certaines parties de la Toscane, la salsiccia fraîche est brièvement séchée pendant un jour ou deux, ce qui concentre la saveur et donne à l'extérieur une légère fermeté, la plaçant quelque part entre les catégories fraîches et séchées. Ces entre-deux régionaux, ni crus ni complètement affinés, c'est là que la taxonomie de la charcuterie italienne devient vraiment difficile à cerner.